En novembre 2009, une trentaine de travailleurs boliviens et français se rencontrent pendant 6 jours en Bolivie, dans la région du Chapare. Ils vont tenter de répondre à une question essentielle. Comment produire, transformer et commercialiser dans le respect des êtres humains et de la nature. Cette rencontre, organisée par l'ambassade de Bolivie en France et l'association française Minga, a permis de confronter des idées et des pratiques pour une économie équitable. À leur arrivée en Bolivie, les Français sont accueillis par plusieurs organisations. L'une d'entre elles, la Confédération nationale des peuples autochtones, les reçoit à son siège à Santa Cruz. Des responsables présentent leur mode d'organisation. La maîtrise de leur développement social et économique est une revendication essentielle pour ces 51 communautés paysannes et indigènes. Un effort important de formation est destiné aux jeunes générations pour leur transmettre des savoir-faire dont certains sont ancestraux. Le lendemain, le groupe des Français se retrouve à Villatunari, ville de 2500 habitants, porte d'entrée de la région tropicale et agricole du Chapare. Dans les années 70, cette région a marqué l'histoire de la Bolivie et ses mouvements sociaux, notamment par l'arrivée de plusieurs milliers de mineurs avec leurs familles. Ils sont venus dans cette région suite à la fermeture de grandes mines dans le nord du pays. Ils s'installèrent alors comme planteurs et contribuèrent ainsi au développement de l'agriculture, devenue la principale activité économique de la région. Zone de production de feuilles de coca, on y trouve également des fruits, bananes, cacao, agrumes. Le maire de Villatunari accueille les participants au débat sur l'économie équitable, véritable antidote au modèle dominant ultralibéral. Marcelo Borja, de l'association bolivienne Grandes Espacios, résume l'histoire mouvementée de la Bolivie. Ce pays, 2 fois plus grand que la France, compte près de 10 millions d'habitants. La population, aux 3/4 indienne, est composée de plusieurs dizaines d'ethnies. Elles vivent le plus souvent sur le mode ancestral, en contradiction avec le monde moderne. Ce peuple a toujours lutté, d'abord contre l'esclavagisme espagnol, avec à sa tête des leaders autochtones comme Tupac Katari ou Simón Bolívar, qui a donné son nom au pays. Puis, en nationalisant les mines, base de la révolution bolivienne, dans les années 50. Enfin, en décembre 2005, ce peuple a porté au pouvoir, avec plus de 54% des voix, Evo Morales, qui devient ainsi le premier président indien d'un État d'Amérique du Sud. En janvier 2009, une nouvelle constitution est approuvée à 62%. Parmi les mesures les plus importantes, l'autonomie politique accordée à 36 nations indigènes, dorénavant toutes représentées au Congrès, et la reconnaissance de leurs 36 langues. Avec cette constitution, la Bolivie devient un État laïque reconnaissant toutes les religions sans en privilégier aucune. Parmi elles, domine le culte de la Pachamama, la mère terre, divinité spirituelle omniprésente dans les cultures andines. En 2006, est lancée une grande réforme agraire qui vise à redistribuer gratuitement aux paysans pauvres des millions d'hectares de terres non cultivées. Il faut savoir que 7% de propriétaires détenaient 87% des terres cultivables dans un pays où près de la moitié de la population est rurale. La surface redistribuée est de 20 hectares maximum par paysan. L'après-midi, des responsables de l'organisation Coniura présentent leur entreprise communautaire de production qui transforme et commercialise le cacao. Ils cherchent à maîtriser la production de la cueillette à la commercialisation. Deuxième jour de ces rencontres, Boliviens et Français exposent des produits biologiques qu'ils fabriquent ou transforment. Curiosité des uns et des autres à la découverte de ces produits, occasion également de faire plus ample connaissance. Aujourd'hui, ce sont les Français qui présentent leur pays. Avec 14% de superficie, la France est le plus grand pays de l'Union européenne. Y vivent 67 millions d'habitants, soit près de 122 habitants au kilomètre carré pour près de 9 en Bolivie. Quelques chiffres pour comparer la Bolivie et la France. La Bolivie est 113e sur 182 pays dans le classement de l'IDH, indice statistique des Nations Unies qui prend en compte l'éducation, la santé et le revenu par habitant. La France, elle, se classe au 8e rang. Quant à la population active dans l'agriculture, elle représente 3,6% en France et 41% en Bolivie.
Et sur la problématique agricole, Olivier Keller, de la Confédération paysanne, analyse l'évolution de l'agriculture en Europe et plus particulièrement en France. Il met en avant le poids des grandes coopératives agricoles, des 6 centrales d'achat et de multinationales qui trustent toute la chaîne de la production, semences, transformation et distribution des produits. Ainsi, chaque année disparaissent plusieurs dizaines de milliers de petits paysans en France, faute de rémunération suffisante de leur travail. Toutes les 20 minutes, il y a un paysan qui disparaît en France et toutes les 3 minutes, un en Europe. Tout ça grâce à l'industrialisation de l'agriculture. Un des remèdes, une agriculture paysanne à taille humaine, respectueuse de l'environnement. En Bolivie, l'agriculture biologique se développe. Sa superficie est passée de 1200 hectares il y a 8 ans à 1 million d'hectares aujourd'hui. En France, elle ne représente que 500 000 hectares, soit la moitié moins qu'en Bolivie. Le représentant de l'AOPEB, une association de producteurs bio, présente cette évolution. Aujourd'hui, 70 000 producteurs boliviens travaillent en agriculture biologique. En France, ils ne sont que 16 000 qui se battent pour faire exister des produits bio de qualité face à la grande distribution. Tout ça, c'est pour répondre aux besoins des grands distributeurs qui veulent toujours avoir des prix les plus bas, au détriment de la qualité. Je vais donner un exemple sur ce que je travaille, le porc. Avant, nous avions des cahiers des charges, comme ils présentaient au niveau national, qui définissaient qu'un porc en agriculture biologique devait être élevé minimum pendant 6 mois. Avec les cahiers des charges européens sous la pression de la grande distribution, il n'y a plus de minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux produire un porc bio environ 100 kg en 3 mois. Alors que nous, sur notre ferme, nous nous battons pour sauvegarder la biodiversité et les races locales, et nous élevons des porcs bio en 1 an pour arriver au même poids. En Bolivie, de plus en plus de citadins consomment bio et les producteurs se sont imposés des normes plus exigeantes. Ainsi, 17 villes se sont déclarées biologiques en développant notamment des cantines scolaires. Cette association, l'AOPEB, soutient des producteurs bio en les aidant à commercialiser leurs produits. 30% des produits biologiques boliviens sont exportés. En France, c'est le contraire. 30% des produits bio sont importés, alors qu'uniquement 2% des surfaces agricoles sont consacrées à l'agriculture biologique. L'après-midi, les Français découvrent une exploitation agricole qui cultive la feuille de coca. Cette plante, produite depuis 3000 ans dans les pays andins, était vénérée autrefois par les Incas. Le gouvernement bolivien l'a fait reconnaître dans sa nouvelle constitution. Lui, qui bataillait ferme depuis plusieurs années pour dépénaliser la feuille de coca, a gagné son pari. Et en novembre 2009, l'ONU reconnaît son usage traditionnel tout en incitant le gouvernement bolivien à poursuivre son combat contre sa production illicite et son trafic mafieux. La production locale répond à la demande de consommation traditionnelle. La feuille de coca se mâche ou se prend en infusion. Les ouvriers agricoles ou les mineurs l'utilisent comme un stimulant naturel. On l'utilise aussi en médecine traditionnelle et dans les rituels culturels. La feuille de coca est de plus en plus employée dans des produits dérivés comme des sirops ou du dentifrice. Si la journée est propice aux échanges et à la réflexion, ce soir-là, les Boliviens et les Français profitent d'une ambiance musicale dans une rue de Villatunari pour se détendre. Un débat est très attendu de la part des Français en ce 3e jour des rencontres sur le concept philosophique et politique du vivre bien. Esta filosofía viene desde tiempos inmemoriales, ya que eso se practica desde los incas. Eso significa que nuestras culturas y civilizaciones viejas, como los aymaras y quechuas, siempre lo habían practicado. El vivir bien ahora en la nueva constitución política del Estado boliviano, que ahora ya no es Estado, es plurinacional, está respetado. Convivimos con la naturaleza
tratando de no resquebrajar, de no cometer muchas faltas, ya que como seres humanos podríamos nosotros incurrir en faltas muy significativas que dañen el ecosistema, pero sin embargo el vivir bien significa el respeto a eso y tratamos de hacer lo mejor que podamos. Creo que en el transcurso de este tiempo, en el transcurso de nuestra vida que nos queda, vamos a mejorar. L'intrusion de la société de consommation dans la société bolivienne soulève des contradictions entre cette philosophie du vivre bien, en harmonie avec son environnement, et la consommation moderne de plus en plus présente. La société de consommation crée sans cesse de nouveaux besoins. Pour être compétitive, les prix de vente doivent être toujours plus bas. Conséquence, réduction des rémunérations pour les travailleurs et les producteurs locaux. Comment cette philosophie du vivre bien peut-elle enrayer cette mainmise de la société de consommation? Certains répondent qu'il faut privilégier les ressources naturelles en les économisant. D'autres préfèrent que soient instaurées de nouvelles politiques locales et régionales ancrées dans les territoires. Exemple, maintenir des entreprises qui valorisent les produits locaux. Dans l'après-midi, tous les participants se retrouvent au village de Chimoré pour rencontrer les membres d'une entreprise communautaire qui transforme la fève de cacao. Dans ce territoire communautaire indigène, le cacao pousse naturellement. Il se récolte par la cueillette sur des arbres de plus de 10 mètres de hauteur. Le cacao est donc par définition biologique. Actuellement, seule la fève de cacao est commercialisée. Mais l'objectif à terme est de fabriquer de la pâte de cacao et du chocolat prêts à être consommés, notamment pour les vendre à l'export. Ces productions se feront par des échanges équitables pour tous les opérateurs de la filière. Pero para nosotros es la comercialización vender un producto o vender servicios. Entonces, no era muy justo el precio que percibían de los intermediarios. Por eso es que han decidido asociarse y ser ellos mismos los productores y los comercializadores mediante su organización y para obtener mejores precios, porque sabemos que el intermediario se lleva las mejores ganancias. Entonces, ¿por qué no quedarse con las ganancias los mismos productores? Quant au commerce équitable tel que le pratique la coopérative El Seibo, il provoque la défiance des producteurs boliviens présents dans cette rencontre. Ils trouvent que les prix d'achat aux producteurs sont trop bas et que le prix élevé des certifications exclut les plus pauvres. Où est l'équité? Pero de todas maneras, para nuestro entender, el comercio justo es aquel en que las utilidades son distribuidas equitativamente entre todos los que están involucrados dentro de la cadena de la producción. Parece que el principio con la que fue creada o los objetivos con los que fue creada el comercio justo han ido cambiando. En los inicios había una certificación gratuita, pero ahora hay una exigencia de un pago para una certificación y la incertidumbre si, aunque cuente con el certificado, si va a vender o no va a vender. Entonces, si no vende, hubiera pagado en vano su certificado. Yo no sé, esta parte creo que está en manos de las transnacionales, el sello de FLO. Entonces no debería de ser así, debería de ser algo más solidario, algo más accesible a los pequeños productores. Olivier Keller rajoute qu'en France, c'est la même chose. Les grandes coopératives agricoles ne sont plus réellement aux mains des paysans. Elles sont devenues strictement marchandes. Si par exemple une coopérative veut s'ouvrir un marché à l'exportation, la loi française l'oblige à créer une société privée et à se porter caution. Si un jour les prix s'effondrent, cette société fait faillite. Qui rembourse? La coopérative. Résultat, les coopératives deviennent encore plus dépendantes des lois du marché. Par sa présence dans le débat, la coopérative El Seibo met l'accent sur l'évolution du commerce dit équitable. El Seibo produit de 700 à 1000 tonnes par an de cacao. Elle en exporte la moitié vers l'Europe, principalement Allemagne, Suisse, France.
La grande majorité de ces produits est vendue dans les grandes surfaces des pays importateurs. Cette stratégie commerciale provoque de fait la disparition chaque année de dizaines de milliers d'agriculteurs, de petites entreprises et de commerces de proximité. Elle participe de plus à la baisse des salaires dans la grande distribution. Ces conséquences sont dissimulées aux producteurs lointains. C'est donc toute l'approche de ce soi-disant commerce équitable qui doit être revue. Tous les participants au débat sont unanimes pour reconnaître que le fondement même du commerce équitable consiste à pratiquer un maximum d'équité entre tous les travailleurs qui interviennent dans une filière, production, transport, transformation, prestation et vente. Cette démarche se fonde sur la nécessaire transparence entre tous les acteurs d'une même filière, dont font partie également les usagers. Démarche qui s'inscrit aussi dans le respect de la nature. Cette équité universelle dans les échanges se pratiquait déjà au temps d'Aristote, il y a 23 siècles. Aujourd'hui, il s'agit donc de créer une autre économie avec des pratiques autogérées tout en répondant aux principaux besoins de tous les humains. Tel est l'enjeu. Des initiatives existent déjà comme la maîtrise des filières production-consommation. Nombre d'entre elles sont locales et s'organisent en circuit court. Elles privilégient la relation directe du producteur au consommateur. C'est le cas des AMAP. Ce réseau d'associations milite pour le maintien d'une agriculture paysanne. Leur principe ? Des consommateurs se regroupent et achètent à l'avance la récolte d'un agriculteur local pour 6 mois ou 1 an. Ainsi, l'agriculteur a une garantie de revenus réguliers qui lui permet de fournir des produits de qualité. À ces initiatives locales, nous pouvons rajouter celles qui sont pratiquées à plus grande échelle. Par exemple, des coopératives régionales ou des organisations professionnelles internationales, comme les membres de Minga, se fédèrent à d'autres organisations. En Bolivie, selon Mario Quiroz, les circuits de vente directe semblent absents dans la région du Chapare. Mais dans la partie andine, il n'est pas rare que les paysans vendent directement leurs produits dans leur communauté ou sur les marchés. Quelles que soient les actions mises en place, l'objectif est de s'éloigner des contraintes du marché pour garder un contrôle citoyen sur ces pratiques. Dernier jour de ces rencontres, c'est le moment du bilan. Chaque participant, bolivien ou français, exprime sa satisfaction des débats et des échanges. Certains auraient souhaité davantage de temps pour débattre de sujets comme la question du productivisme, par exemple. Avant de reprendre l'avion pour le retour, certains Français se retrouvent dans la région de l'Oriente, une grande zone de production agricole située dans l'est de la Bolivie. Les membres de l'ASPABRI, association de riziculteurs, les accompagnent. Ce qui était encore la forêt il y a 30 ans est devenu une région agricole où vivent 70 000 habitants. Riz, soja et fruits tropicaux en sont les principales cultures. La Bolivie produit 150 000 tonnes de riz chaque année, mais elle est obligée d'en importer 100 000 tonnes pour faire face à la demande de la population. Un plan de développement agricole a été mis en place pour atteindre l'autosuffisance en 5 ans, notamment grâce à des systèmes écologiques d'irrigation. C'est la première fois que j'en vois. Ah oui. J'ai l'impression d'être dans un champ. Les Français découvrent sur une exploitation une agriculture intensive, entre autres pour le soja, avec l'utilisation d'OGM, d'engrais chimiques et de paraquat, un défoliant interdit en Europe. Les agriculteurs français réagissent. Très dangereux pour la santé. Dans nos 3 visites de ce matin, j'ai découvert une agriculture intensive, voire même dans le riz avec des OGM. Et j'ai été très déçu parce que pour moi, ça ne correspondait pas au bien-être de la Pachamama. Esto tiene que ver mucho el capitalismo, ya que en los anteriores gobiernos han incentivado indiscriminadamente el uso de insecticidas y fungicidas en toda siembra y cultivo en Bolivia. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos muy grandes para revertir el proceso productivo en cuanto a la siembra de las arroz. Y precisamente eso es para introducir la tecnología del riego. Sin embargo, el proceso de cambio productivo también es un proceso muy largo, muy caro, muy tecnológicamente en desigualdad. Sin embargo, vamos a hacer los esfuerzos inhumanos y humanos para poder revertir todo este proceso, todo este sistema de siembra y el menor tiempo posible. Para mí es una generación. L'intensification des productions se fait ici au nom de l'autosuffisance alimentaire.
Cet état des lieux montre que dans cette région, la plus agro-industrielle du pays, le chemin à parcourir vers l'agriculture biologique sera encore long. Ces 6 jours en Bolivie ont donné lieu à une déclaration commune finale. 19 syndicats et organisations populaires ont représenté les deux pays. Les Boliviens et les Français sont arrivés à la même conclusion et sont d'accord sur 2 points. Le premier, les problématiques abordées au cours de cette rencontre sont partagées par tous les participants. Le deuxième, pour les solutionner, les luttes et les résistances doivent s'organiser collectivement et politiquement entre partenaires, mais aussi entre pays. Plus concrètement, la Confédération paysanne, membre de Via Campesina, revendique le droit à la souveraineté alimentaire. Son principe, tout pays ou groupe de pays décide de son alimentation. Rappelons que chaque année, on compte 200 millions de pauvres supplémentaires sur la planète, dont 80% sont des paysans. Pour faire face à ce fléau, 2 solutions. La première, sortir l'agriculture et l'alimentation de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour ne plus avoir à subir les règles du marché telles qu'elles sont imposées. La deuxième, créer une régulation des marchés par pays ou groupe de pays. Cette régulation s'organiserait alors en fonction des capacités de production et des demandes alimentaires des territoires concernés, et non plus en fonction de l'offre et de la demande ou du profit de quelques-uns. Cela s'appelle la souveraineté alimentaire, qui dépasse largement la sécurité alimentaire et relève